Bonjour tout le monde. Bonjour Gérard. Bonjour Diane, bonjour tout le monde. Je suis très, 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 très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour cette émission dans le cadre de Merci la vie. Puis qu'on apprenne à te découvrir un peu plus. On voulait parler un peu de santé, puis comment on abordait ce problème-là à partir de l'angle de la réalisation, finalement. Alors, pour ceux qui te connaissent peut-être un peu moins, tu as été en recherche quand même pendant 35 ans. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Bon, je ne sais plus combien d'années, mais un certain nombre, oui. Ouais. Et puis, j'ai écouté ton TEDx parce que tu as eu l'élan profond, je dirais, d'aller dire que nous sommes tous le bonheur, nous sommes tous Mm. l'amour à TEDx. J'ai trouvé ça extraordinaire que j'allais dire que tu oses aller briser certains paradigmes, mais là-bas, tu racontes un peu ton histoire là-dedans. Fait que j'aimerais peut-être que tu nous la résumes un peu. C'est venu comment pour toi cet éveil-là? Waouh. Bah, déjà, Ça merci commencerait. de m'inviter, c'est très sympa, ça me fait très très plaisir. Je ne sais pas trop par où commencer en fait, parce qu'il y a d'abord eu une recherche personnelle, tu vois, sans l'idée d'éveil, des choses comme ça. En fait, moi je suis tradition catholique, je me suis coupé de tout ça à l'adolescence parce que les gens qui allaient à la messe, ils sortaient de la messe et dans le milieu bien bourgeois, ça critiquait les uns les autres à la sortie de la messe. Le message de Christ était vraiment pas appliqué, quoi. Et ça allait pas à cet âme de jeune homme, peut-être un peu radical, mais en tout cas qui ressentait cet amour et qui voulait pas, qui comprenait pas, quoi. Pour lui, ça pouvait pas être la vérité. Là, il pouvait pas être là puisque les gens respectaient rien du tout de ce qui était dit, quoi. Et puis, donc j'ai fait mon chemin, je suis devenu médecin, psychothérapeute, etc. Et la question qui s'est posée en tant que médecin psychothérapeute, c'était, bon, j'ai fait analyse, gestalt, modèle systémique, etc., plein de choses. La question qui se posait à un moment donné, c'était, mais qu'est-ce que je fais à aider les autres, à écouter leurs problèmes toute la journée, quoi. Et il y avait un côté envie d'arrêter, et de l'autre côté, il y avait quelque chose en moi qui poussait et qui, je pouvais pas m'arrêter. Et la question qui s'est posée, mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ou pas? Et comme j'étais un peu fâché avec les curés à l'époque, j'ai demandé à une astrologue réincarnationniste, un guérisseur, et ils m'ont tous les deux dit, bah, si vous voulez savoir si Dieu existe, il n'y a qu'une solution, il faut méditer. Et c'est ce que j'ai fait un matin dans mon salon au 13e étage d'une tour en béton armé, etc. Aucune condition réunie, j'avais jamais médité, jamais appris, quoi, hein. Par contre, j'avais fait de la gestalt, et en gestalt, les techniques de centration proviennent du bouddhisme zen et plein d'autres choses aussi. Donc, je me suis centré, puis j'ai laissé venir ce qui venait, comme on fait en Gestalt, et ce qui est venu, ce sont des sons. Après, on m'a dit, bah, c'est des mantras. Moi, je savais pas. Et au bout de peut-être une demi-heure à peu près, j'ai été à genoux dans mon salon, j'ai envie de poser le front à terre, ce que j'ai fait. Et je me suis retrouvé en position de prière mahométane, sans même le savoir. Et là, combien de temps s'est passé? Impossible à dire. Je sais pas, 5 minutes, une demi-heure, une heure, je sais pas du tout. Par contre, ce que je sais, c'est que quand la conscience, enfin, oui, on pourrait dire quand la conscience est revenue dans ce corps, ou je sais pas comment dire autrement, quand cette absorption s'est achevée, il était évident que je suis revenu avec cette conscience évidente que tout, absolument tout est de l'amour pur, complet, parfait, total. Et dans un état de paix, de calme, de sérénité, de joie tranquille, et avec en plus une évidence que tout était parfait tel que c'était, qu'il n'y a jamais d'erreur, que tout arrive toujours pour le mieux, non pas pour moi, mais en soi. Et ça m'accompagne depuis, quoi. Mm. Il y a eu une période où, pendant 16 ans, ça m'a accompagné. Puis pendant 16 ans, j'ai cru que j'allais arriver à l'éveil par mes propres efforts, que c'est moi qui allais m'éveiller. Ouais. Sûr, c'était un chemin de traverse. Puis j'ai aidé les autres à réaliser que, bah oui, il y avait bien ce qu'on appelle l'énergie cosmique ou Dieu, ou peu importe comment on le nomme. Euh, et puis, euh, et puis au bout de 16 ans, je suis retombé malade, parce que j'avais déjà été malade une fois, ce qui m'avait amené à la psychothérapie d'ailleurs. Retombé malade assez gravement, et ce qui m'a obligé à arrêter mon activité de médecin psychothérapeute. Et c'est là où j'ai découvert la non-dualité, le côté Advaita Vedanta, le côté connaissance. Jusque-là, en fait, j'étais plus dans une voie de l'amour, hein, Ouais. la dévotion. Et au début, ça m'a paru vraiment très, très froid, cette voie de la connaissance.
qu'est-ce que je suis en réalité, enfin, etc., quoi. S'interroger sur que suis-je, c'est bien gentil, quelle est la nature des phénomènes, mais pour moi, c'était froid, quoi. Et c'est une époque en plus où j'étais complètement coupé. Cette maladie m'avait complètement coupé de cet amour, de ce vécu intime, de la perfection, enfin, etc., quoi. Et ça souffrait vraiment à l'intérieur. Donc en plus, tout ce froid, c'était difficile. Jusqu'au moment où j'ai lu une phrase de Ramana Maharshi qui dit qu'il y a deux voies royales vers la réalisation. La première, la voie de la dévotion, de l'amour. La seconde, la voie de la connaissance, de la sagesse. Et que les deux se réunissent pour me fermer qu'une seule voie, et finalement, il n'y a qu'un seul sommet. À partir de ce moment-là, j'ai bien voulu y aller. Est-ce Et que puis, ça a ben, changé à ce moment-là ta façon de voir ou de traiter la maladie qui t'affligeait à l'époque? ça a été plus un effet secondaire après coup, ça, le changement de voie, ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais dans un tel état psycho-émotionnel que déjà, je ne me reconnaissais pas. Et puis, par exemple, un jour, un couvercle de casserole est tombé par terre. Le bruit était tellement insoutenable que j'ai eu envie de me tuer, de détruire le monde et de tuer tout le monde pendant 3 jours. Wow, C'est dire dans quel état c'était à l'intérieur, hein. wow. La seule solution que j'ai trouvée, alors bien sûr, à l'époque, j'ai essayé des thérapeutes énergéticiens, j'ai essayé les médicaments, j'ai essayé la médecine parallèle, enfin tout, quoi. J'ai tout essayé, mais c'était encore pire. J'ai pu essayer n'importe quoi. À chaque fois, c'était pire après. La seule chose que j'ai trouvée, c'est de m'asseoir et attendre que ça passe. Attends Et que une... cet état-là se ouais. passe. Oui, 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 juste être avec, en fait, rester avec cette souffrance indicible, cette rage, cette colère, cette dépression profonde, etc., qui était là, qui était vécue, quoi. Et, euh, et ça a aidé à ce que le regard se mette en place, qu'on appelle le regard, le je suis, soit actif dans la vie. Parce que c'était juste, OK, tu bouges plus, t'attends. Ouais, et puis, t'es là, quoi. Et ça m'a aidé, en fait. Ça a mis du temps et ça m'a aidé, oui. Tu es resté un certain nombre de jours, tu dis, là, dans cet accueil-là, de cet état-là, juste à Oui. l'observer finalement, juste à le regarder. Et même l'observer presque trop, être avec, je dirais, ou c'est loin déjà, hein, c'était dans les années 2000. Ouais. J'aurais pas mis ces mots-là à l'époque, je sais pas quel mot j'aurais mis. Peut-être cela, d'ailleurs, j'en sais rien. C'était plus bouger, j'ai envie de dire, plus Mm. bouger. Mm. Voilà. Ça m'évoque un peu le Bouddha, tu sais, qui s'assoit au pied de l'arbre et qui dit je bouge plus jusqu'à ce que l'éveil se produise. Ouais. Il y avait un côté comme ça, ce côté radical de ok, ça suffit maintenant, je fais rien, je suis là et c'est tout. La respiration, puis c'est tout. Ouais. Ça a été une période difficile. En fait, je m'en suis sorti grâce à. En fait, j'avais une intoxication au mercure chronique. En France, c'est censé ne pas exister, donc on ne pouvait pas trop en faire le diagnostic. Et puis j'ai eu la chance pour en faire le diagnostic, de pouvoir me traiter, enfin, etc. Et après, ça a été beaucoup mieux. Ouais. Mais au départ, ça. Mais ce qui est important aussi dans cette période, c'est là où j'ai vraiment découvert les enseignants non duels, Advaita Vedanta, au départ des États-Unis, puis anglais et puis français. Beaucoup, j'ai lu, j'ai rencontré des gens, enfin, etc. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Mm. Est-ce Et, que le oui. fait de rester avec ça, est-ce que dirais-tu que cette colère-là qui semblait t'habiter a disparu pour toujours? En partie, en tout cas, c'est grandement calmé, mais j'ai envie de dire, c'était pas moi. Ouais. Ou alors c'est des trucs dans le cerveau donc sur lesquels on n'a aucun pouvoir, tu vois. C'était plus, je pense, une augmentation de ce qui était là en fond léger et qui tout d'un coup ressortait fois, je sais pas combien, Mm. tu vois. Hum, Mais je me reconnaissais pas. Tous les jours, je disais, mais je me reconnaissais pas. Et tous les jours, c'était pire. Bon, c'est une vieille histoire. Mais Alors, dirais-tu il y a qu'après ça, toujours de la colère. Il peut y arriver qu'il y ait de la colère ici. ouais. Mais d'une façon générale, lorsqu'il y a de la colère, ça sort et 30 secondes après, c'est oublié. Mm. Une fois Ça, que tu as c'est... été guéri de cette intoxication-là, est-ce que tu as retourné pratiquer? Tout ça est tombé en même temps. Hmm. Oui, OK. oui. C'est vraiment dû à la maladie. Oui, oui. C'est vraiment la maladie qui a amené tout ce dépouillement-là, cet éveil-là. Oui, oui, oui. Plus être complètement coupé, on pourrait dire, du divin, de la source. Ça, Ouais. c'était hyper.
prend aussi, quoi. Alors que pendant 16 ans, je suis là, il suffit que je pense à l'amour pour que ce soit là. C'était franchement là, tu vois. Ouais, Les effets dans le monde et tout, quoi, visibles, c'était joyeux. Et tout d'un ouais. coup, plus rien. C'est un peu dur. Est-ce que tu as Ouais. cherché à comprendre pourquoi ça arrivait? Alors, au début, oui, bien sûr, j'ai été voir des psys, etc. Mais comme dit, c'était encore pire. Tout ce que je faisais, ça guérissait pas, ça augmentait le problème. À la fin, j'ai tout arrêté. Moi qui étais psy et qui pensais que tout était psychosomatique presque, j'ai arrêté de penser ça à ce moment-là. Oui. Hmm. Choses En qui fait, sont logiques, qui sont physiques, qui sont d'ailleurs, mais pas forcément psychologiques, psycho-émotionnelles. hmm. Et aujourd'hui, je me fiche une paix royale. Je vais jamais chercher le pourquoi du comment. Jamais, C'est jamais. vrai? Ah oui. Bah, si ça vient, ça vient. Ça peut arriver. Peut-être il y a encore des choses comme ça, mais je vais plus chercher. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce qu'il n'y en a pas de raison ou ça Alors, n'a pas d'importance? le plus souvent, il n'y en a pas. Et il n'y a même pas de raison pour qu'il y ait une raison. Parce qu'en fait, avec l'éveil, si tu veux, les choses sont vues au fur et à mesure. Il n'y a pas de résistance à ce qui apparaît, sauf exception, tu vois. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'il y ait une maladie qui vienne se mettre en place en raison de, tu vois, d'un problème psycho-émotionnel. Tu as été après ça en santé, je dirais, sans problème physique pendant combien de temps? J'ai pas retrouvé la santé pleine et entière, hein. Je suis resté très mal et faible physiquement pendant des années et des années. Et encore aujourd'hui, j'ai jamais la forme que d'autres ont à mon âge, hein. Mais bon, on s'en fout en fait, c'est pas Hmm. grave. Puis Et récemment, j'ai été malade un paquet d'années, oui. oui. Bon, OK. mais oui. Puis ça fait quoi? Est-ce que ça se vit comme étant simplement observé ou ça, des fois, t'en as marre que. À l'époque, pas de trop, non. À l'époque, c'était avant l'éveil, tout ça, hein. C'est Ouais. vraiment l'éveil qui est venu mettre, enfin là, plutôt que c'est quand la dernière clé a tourné que ça a mis fin à toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'en fait, euh, toute cette période-là où j'ai lu et puis écouté des enseignants mondiaux, je suis allé en voir aussi beaucoup. Euh, Par exemple, je pouvais lire 2 pages d'un livre, Tony Parsons ou Adi Ashanti, par exemple, et puis il n'y avait plus personne pendant un quart d'heure, une demi-heure, une heure, quoi. Puis je relisais une page ou deux, puis ça partait, quoi. Donc, et à ce moment-là, il y a tout un travail intérieur qui s'est fait, sans même que je m'en rende vraiment compte, d'ailleurs, hein. Et il y a plein de choses qu'on a lâchées, c'est-à-dire il a été clairement vu à cette époque-là, là je parle des années 2000, entre 2000 et 2010, il a été très clairement vu qu'il n'y avait pas d'auteur, que tout arrivait de soi-même, que le monde était illusoire, enfin que tout ça n'était pas définitivement réel, tout ça a été vu. Mais la dernière clé n'avait pas tourné, c'est-à-dire que pour moi, il y avait l'idée que tant qu'il y avait de la souffrance, du mal-être, quand je dis souffrance, je parle psycho-émotionnel, hein, et puis douleur, on va dire physique, c'est que il n'y avait pas d'éveil. Ça, Ah, c'était les croyances de Gérard. Et la dernière clé qui a tourné, ça a été un chat sur Internet avec une personne qui me posait la question, bah, il y a un moi ou il n'y a pas de moi? Bah non, il n'y en a pas, c'est évident. Bah alors, qu'est-ce qui manque? Bah, je peux être triste, en colère, blessé, etc. Bah oui, mais il y a un moi ou il n'y a pas de moi? Bah non, il n'y en a pas. Bah alors? Bah, je peux être triste, hein, hein. Au bout de la troisième fois, il a eu l'intelligence de me poser la question, qu'est-ce que tu connais de l'éveil? Et ça a été la clé qui a fait tourner la serrure parce que, en fait, la réponse était évidente. J'en connais rien, sauf ce que j'en ai lu ou entendu. J'en connais rien. Et à ce moment-là, clac, ça a basculé. wow. C'est vrai. Ah ouais, évidemment, bah oui. C'était, et ça a été fini, quoi. Fini. Surtout, toute cette histoire autour de est-ce qu'il y a un éveil, est-ce que je suis éveillé ou pas, s'est effondré. Est-ce que l'idée d'un éveil personnel s'est effondrée? En fait, la recherche s'est effondrée, tout. Et bah, tout ce qui était déjà là depuis des années, en fait, c'est incarné, quoi. L'évidence qu'il n'y a pas de moi, qu'il n'y en aura jamais, qu'il n'y en a jamais eu, que ce monde est illusoire, que plein d'autres choses, quoi. Mhm. Et puis, dont je n'avais pas forcément d'ailleurs conscience tout de suite. La conscience de tout cela est apparue à Gérard après coup, souvent. Par exemple, à l'époque, j'habitais dans un petit appartement au centre-ville de Saint-Raphaël, puis j'allais à la mer 2 fois par jour, me baigner, et jusqu'à l'éveil, je passais toujours par un chemin où il n'y avait personne. Et du jour au lendemain, je suis passé par le bord de mer, il y a toujours plein de monde. Avant, j'évitais la foule, j'avais pas envie de voir les gens, et puis après, bah, je trouvais les gens beaux, donc je passais par le bord de mer. Mais il m'a fallu 15 jours pour me rendre compte, Hein. Est-ce que hein. c'était
dans le personnage de Gérard, ses études scientifiques, le fait d'être médecin, ses études psychologiques aussi, tous ces repères-là, ces paradigmes-là, ces connaissances-là ont, ont perdu de leur importance finalement, du jour au lendemain. Ah, je dirais pas ça quand même. Non? C'est important. Ça donne des référents quand même. Pour fonctionner dans le monde et par rapport pour aider les gens et tout, ça reste utile. OK. Oui. Hmm. C'est comme si c'était deux choses différentes et totalement complémentaires. Je ne sais même pas s'il faut mettre comme si. Ce sont deux choses complémentaires, complètement complémentaires. En Mhm. fait, on parle de non-dualité, de non-deux. Il n'y a pas deux, c'est-à-dire il n'y a pas à séparer, tu vois, le monde matériel on va dire, de l'immatériel. Hmm. C'est pas deux, c'est un seul. Hmm. Hmm. Ouais, et c'est plus que complémentaire. En réalité, il y a une fusion complète entre l'absolu et le manifesté, entre tout ce qui est inconnaissable et tout ce qui peut être connu. C'est une fusion complète. Ça C'est-à-dire que s'oppose plus. ah non, ça ne peut pas s'opposer. C'est la même chose. Tu vois? L'absolu est le connu est contient l'absolu et naît de l'absolu. Enfin, naît, il ne naît pas, mais il est l'absolu en essence. Il n'y a Hmm. pas de séparation. Il n'y a aucune séparation, en fait. Tout ce qui est connu, tout ce qui est connaissable n'est pas connu par perception, mais est connu parce que je le suis, en tant que ce qui est. Alors, en tant que Gérard, bien sûr, Gérard, il voit les phénomènes apparaître, etc. Et heureusement, je vois la différence entre un mur et une porte, et je ne me prends pas le mur. Mais, euh, mais tu vois, en tant que ce qui est, il n'y a pas deux, et le mur, la porte sont ce que je suis, sous forme de. L'exemple qu'on prend souvent, c'est le pot d'argile, c'est toujours de l'argile, Hmm. sous Hmm. forme de pot. Tu Hmm. vois. L'essence est la même, il n'y a pas deux, il y a qu'une seule essence. Tu vois. Et ça, c'était déjà là en 1984 avec la première expérience mystique. À l'époque, j'ai dit et écrit que tout était amour et que les objets, les personnes sont de l'amour sous forme de. Tu vois, c'est la même chose. Hmm. Il n'y a Hmm. pas de séparation. En fait, en 84, tout était déjà là, sauf que j'étais pas accompagné, personne m'a posé les bonnes questions, tout simplement. Ça, Alors on merde. Non. ça aurait pris Gérard pour poser des questions à Gérard. J'ai pas entendu, pardon. Ça aurait pris Gérard d'aujourd'hui pour poser des questions au Gérard d'alors. Voilà. Et Ouais. récemment, tu as reçu un nouveau diagnostic de cancer. Comment ça s'est vécu? C'est récent, ça, c'est au printemps, je pense, hein? Et, le 7 janvier, je me suis réveillé un matin, le 5 janvier, je crois, je ne sais plus, autour de ça, 2023, avec, ça m'est arrivé dans la nuit, je crois que j'avais un torticolis, puis je me réveillais le matin, en me rasant, je vois une grosse boule dans le cou. En fait, c'était un ganglion qui avait explosé dû à un cancer de la gorge. Oh là là. Et il a fallu un mois pour me faire opérer, pour faire le diagnostic, etc., quoi. Et puis, je me suis fait traiter par radiothérapie et chimiothérapie en avril-mai. OK. Mais en fait, et ça, c'est intéressant parce que je ne sais pas à quoi c'est dû. J'ai envie de dire, en grande partie, l'absence de réaction est liée à l'éveil. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune réaction psycho-émotionnelle. La seule Aucune. réaction ouais, le seul truc qui a été, c'était l'étonnement. Un cancer de la gorge. Ah bon? Parce que dans la famille, il y a des cancers de l'intestin, de la prostate. Alors, je m'attendais à un truc comme ça, quoi. Mais la gorge, jamais c'était monté à l'esprit que je pouvais faire un truc comme ça. Mais c'est tout. Sinon, il y a eu à aucun moment un refus, de la tristesse, de la colère ou je sais pas quoi. Rien, rien, rien. Et ça a duré tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. C'était accueilli instantanément? Ah oui, il n'y a eu aucun effort de fait. Rien. Oui, oui, il y a eu. Oui, il y a aucune négociation. Il n'y a pas eu. Ah bon, c'est tout, quoi. Ça se racontait pas d'histoire non plus Ah sur non. ce... Ah, Non, non, non. Alors, en tant que médecin, je suis quand même allé voir bah, qu'est-ce qui existait comme traitement. Est-ce que ce qu'on proposait, c'était le bon? Est-ce qu'il y avait autre chose? Est-ce qu'il y avait des avancées technologiques qui permettaient de diminuer? Parce que c'était. En fait, on a fait le diagnostic uniquement à l'examen de ce qu'on m'avait enlevé après l'opération. Tous les examens étaient revenus vierges sinon. Et donc, c'était un tout petit cancer mais qui faisait déjà des dégâts. Et donc, je me demandais, est-ce qu'on pourrait pas faire moins que tout le monde, quoi? Et en fait, toutes les études aujourd'hui où sont pas concluantes ou montrent qu'il faut faire le traitement comme ça, puis voilà.
Bah donc, comme c'était guérissable, normalement, c'est guéri à 100%. Bon, on sait jamais, mais a priori, c'est Mm, guéri. Je me suis dit, OK, je fais le traitement. mm, Mais si ça n'avait pas été guérissable, je suis pas du tout sûr que j'aurais fait le traitement. mm. Et ça se vivait comment par rapport à ta famille, à tes enfants, à Marion, à... Marion a insisté pour que je le dise à mes enfants, mais je voyais pas l'intérêt de les inquiéter tant qu'on n'était pas sûr. Et puis après, moi, j'étais tellement tranquille que voilà, quoi, il y a pas, j'en ai pas, il y a pas d'histoire en fait. Quand il n'y a pas t'avais- d'histoire, Mm, mes enfants, Marion le dit souvent, mes enfants ne se sont même pas rendus compte que c'était vraiment grave, quoi. Mais tant mieux, tu vois. C'est pas la peine de rendre grave ce qui est en fait, j'allais dire anodin, tu vois. mm. Puis si je me rappelle bien, Marion me disait qu'elle te faisait des traitements énergétiques, mais tu avais aussi la médecine traditionnelle qui te soignait en parallèle. Comment ça se vivait, tout ça? Qu'est-ce que tu avais l'impression qui était le plus utile à ce que tu vivais? Je sais pas. L'ensemble. Mm. Il y a pas d'idée de ça est utile, ça est pas utile, je le fais pas, c'est tout, je sais pas, tu vois. Par exemple, j'ai un ami qui a insisté pour que j'aille voir une ostéopathe qui faisait pas que de l'ostéopathie d'ailleurs à Nantes. Et je suis allé la voir en disant, bon, bah, c'est tout, je vais voir, hein. Il insiste, puis il a des visions, donc voilà, je lui obéis. Effectivement, bah, elle propose un traitement dont je vais complètement oublié le nom, je me suis vraiment pas intéressé à ce que c'était. Elle me met sous des lumières, une soi-disant une médecine quantique, je sais pas quoi. Et la troisième séance a eu lieu après tout le traitement. Et j'étais très, très fatigué. Et je suis sorti de la séance, bah, j'étais requinqué, quoi. C'est-à-dire, toute la fatigue du traitement était complètement tombée. Et puis, bah, ça Mm. continue depuis. Depuis. Donc, voilà, donc ça a été utile. Mais qu'est-ce que j'en avais aucune idée avant, tu vois, par exemple. Évidemment, les soins de Marion et puis d'autres, hein, j'ai eu d'autres soins énergétiques par d'autres personnes, ça a été très, très, très utile. Mais ce dont on se rend compte aussi avec Marion, c'est que mon état de conscience joue aussi énormément. Le fait qu'il n'y ait aucune histoire qui se raconte autour de ça joue énormément. Parce que tu vois, Marion fait des soins à d'autres personnes, ou moi je peux en faire, rarement, mais voilà, et ça marche pas aussi bien. Tu vois, parce que les gens bah, sont mal dans leur tête, sont mal, tu Ouais, vois. ouais, Vraiment, il semble que ça joue quand même ça aussi, tu vois. ouais. Puis malgré la douleur dans le corps, est-ce qu'il y avait des outils qui te soulageaient, des techniques ou des outils ou des approches qui te soulageaient plus que Il n'y a pas d'autres? eu, il y a pas eu franchement de douleur. Franchement, il y a eu de la douleur, mais vraiment, on m'avait promis plein de choses qui ne sont pas arrivées. Ouais, Tu vois, on m'a dit que je pourrais plus manger au bout de 15 jours, une semaine, 15 jours. Alors, j'ai plus mangé pendant plus d'un mois, mais parce que j'avais pas faim et qu'il n'y a rien qui passait, mais ouais. pas parce que j'avais mal. On m'avait dit qu'il faut faire une gastrostomie, mettre un trou dans l'estomac pour se nourrir. Ben, je ne l'ai pas fait parce que je ne le sentais pas et j'ai pas eu besoin. Hmm. Tu vois, alors j'ai eu mal à la gorge, oui, mais comme une grosse angine. Tu vois. Mais c'est toujours pareil, quand on ne fait pas d'histoire avec la douleur, il ne se passe pas grand-chose. Tu vois. C'est des choses dont je parle d'ailleurs dans mon livre, là, Regardez ce qui est sourire. Ouais. C'est une époque, c'était avant que la dernière clé tourne, ça. Il y a Celui-là, eu, là. ouais, ouais, celui-là. Euh, j'ai euh, j'ai fait une colique néphrétique. Dieu sait si ça fait mal, quoi. Ça fait tellement mal que ça fait vomir. Et Hmm. j'étais tout seul chez moi à l'époque et en train de vomir au-dessus des toilettes. Puis à ce moment-là, j'ai vu apparaître l'histoire Gérard. Tu vois, mais comme une boule, sans racines. Une boule qui contient toute l'histoire Gérard. Ouais, c'est encore moi que ça arrive et j'en ai marre. Et quand est-ce que la vie va me laisser tranquille? Et comment je vais faire si je dois aller à l'hôpital? Je peux pas conduire. Enfin, toute l'histoire Gérard. Tu vois, il faudrait un quart d'heure pour les dérouler. Puis je me souviens même plus de tout. Mais surtout, il a été vu qu'elle était corrélée à rien du tout, pas de racines. Et à ce moment-là, c'est la grâce à l'œuvre, hein, moi j'y suis pour rien, ça s'est effondré. Et il est juste resté Gérard avec de la douleur qui vomit, un corps qui vomit. Et c'était comme si Gérard vomissait pour la première fois, tu vois. Ah, Et plutôt, c'était même pas Gérard qui vomissait, c'est le corps vomissait, et ce que je suis voyait Gérard vomir, et était à la fois étonné, émerveillé, plein d'amour, tu vois. Et je dis toujours un troisième adjectif, j'ai oublié lequel, tu vois, étonné, émerveillé, amusé, tu vois. Et c'était, oh ben ça alors, qu'est-ce que c'est drôle, oh ben ça alors, tu vois. Il y avait cet étonnement, cet émerveillement, cet amusement, puis plein, plein, plein d'amour. ah, Tu vois, dans un cas comme ça, qu'est-ce que tu vas avoir contre la douleur, ah, tu vois? ah. Il n'y a pas Elle- d'histoire. La douleur est tout à fait supportable. Hmm.
On- C'est pas des choses qui se passent tout le temps, hein, mais, et je dis pas qu'il faut pas prendre un médicament si on a mal, mais tu vois, la douleur n'est pas ce qu'on croit. Ce qui fait souffrir, c'est toujours pareil, c'est les pensées crues du verbe croire à propos de. C'est l'histoire, c'est pas la douleur. La douleur fait pas souffrir. Elle fatigue, elle nous force à nous mettre au lit à dormir, mais enfin voilà quoi. Parce que souvent, quand il y a douleur, il y a les pensées qui disent, ah, mais qu'est-ce que j'ai? Puis si c'est un cancer, puis je vais me ramasser à l'hôpital. On se voit déjà pratiquement mort, là. Et puis pourquoi moi, et puis combien de temps ça va durer, puis mais ça dure toute la vie, comment je vais faire, enfin, etc. quoi. Ouais. La perspective de la mort quand on est malade, ça t'a jamais angoissé à partir du moment où la conscience était pleinement présente? Bon, la mort ne m'a jamais fait peur, la mort a toujours été une amie. Déjà jeune médecin, donc bien avant même 84, tu vois, c'était la première expérience mystique. Je pouvais accompagner les gens qui mouraient, main dans la main, les sourires aux lèvres, les yeux dans les yeux. Ça a été toujours, pour moi, la mort a été toujours j'allais dire une grâce ou une chance presque, tu vois, ou un bon tour de la vie quand elle surprend tout le monde. Bon, alors, je suis pas très normal, je sais, mais franchement, la mort m'a jamais vraiment affecté comme ça. Ce qui peut être plus embêtant, c'est si on meurt dans la douleur, tu vois, si beaucoup de douleur, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des médicaments et des accompagnements qu'on peut Hmm. faire. Par rapport à ce que Gérard a vécu dans cette expérience de maladie-là, la plus récente que les autres, après, on entend souvent dans notre société qu'il faut se battre contre le cancer, qu'il faut pas baisser les bras. Et toi, tu t'es jamais battu. Non, absolument pas. Ça n'a jamais été une bagarre. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo qui s'appelle Accompagner le cancer, qui est Oui. sur YouTube. Et pour deux raisons. Effectivement, déjà pour moi, ça m'a apporté beaucoup. En fait, ça m'a vraiment apporté beaucoup. Même si je ne sais pas tout dire aujourd'hui, mais ça a permis de lâcher des trucs par rapport à l'enfance encore. Tu vois, j'ai eu une enfance, bon, alors, il y a eu beaucoup pire, il y avait bien pire que moi, mais il y avait de la maltraitance dans l'enfance, par exemple. Et toute cette maltraitance, en fait, il y a des choses qui vivaient encore en moi et qui ont été rencontrées à ce moment-là. Tu vois, par exemple, des choses comme ça. À cause de la Euh, souffrance? non, à travers la rencontre et ce qui se passait à l'intérieur, et à travers ce qu'un énergéticien m'a dit qu'il y avait ça chez moi et qu'il avait besoin de le regarder. Et je dis, ah oui, c'est vrai, il y a ça, évidemment. Ça, je savais que j'avais été maltraité. C'est pour ça que j'ai fait médecine, psy, etc. Donc, ça, je le savais. Et ce que je ne savais pas, c'était l'impact que ça avait encore sur moi et éventuellement dans ma vie de tous les jours. Et d'attirer mon attention là-dessus, ben, j'ai vu que c'était vrai, j'ai regardé ça. Euh, des choses comme ça, tu vois. Et surtout, ce qui m'apportait aussi, c'était de partager ce qui se passait pour moi. Vraiment, ça n'a jamais été une lutte. Que vous soyez fort, ayez le courage et tout, mais ça ne me parlait absolument pas, quoi, absolument pas. Tu vois. Par exemple, il y a un truc qui s'est passé tout bête, c'est qu'on allait chercher les pharmacies, les médicaments dont j'avais besoin à la pharmacie, et la pharmacienne était tellement étonnée de comment on était, Marion et moi, qu'elle s'est dit, il n'y a pas possible, il se passe quelque chose avec ce dos-là. Elle est allée voir sur Internet si par hasard elle ne nous trouvait pas. Tu vois, elle a trouvé qui on était, ce qu'on faisait, mais elle ne savait pas. Simplement, la façon dont nous on réagissait était tellement différente des autres que ça l'a marqué, quoi. Tu vois, donc, tout ça, c'est des choses qui jouent et ça me paraît important de dire que la maladie n'est pas comme on croit, on peut vraiment l'aborder autrement. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que très peu de gens étaient au courant que j'avais un cancer, peut-être 15, 20, je ne sais pas. Mais la réaction de ces personnes et ce que ça leur a apporté à eux, ça m'a fait dire, waouh, mais attends, c'est pas seulement une maladie pour moi, c'est aussi une maladie pour les autres. Hmm. Et presque, j'ai pas le droit de pas partager ce qui se passe. Parce que ben, les autres ont besoin d'entendre ça quelque part. Hmm. Je pense que les gens ont beaucoup besoin d'entendre justement cette non-lutte, cette non-réaction à tout ça, parce que autour de moi, j'ai des gens qui ont eu un diagnostic de cancer il n'y a pas si longtemps, puis qui ont déclaré, moi, je vais lutter, je l'accepte pas, puis je vais lutter jusqu'à la fin. Et je trouvais ça difficile à entendre, sachant qu'il y avait d'autres approches que celle-là. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire?
Bah, chacun sa route, tu sais, moi je suis pas là. Je partage que ce qui vit en moi et ce qui me semble pouvoir apporter quelque chose à un certain nombre de personnes. Après, tu vois bien, Hmm. il n'y a pas un message spécifique à transmettre. Je dis juste que bah, une autre voix, il n'y a pas forcément de lutter, besoin de lutter. Être avec, dire oui, enfin, tu vois, c'est. En fait, ce qui vit en moi, si tu veux, depuis 1984, et qui s'est vraiment encore renforcé là avec le cancer et tout ce que je vis, enfin, je sais pas exactement, tu vois. En tout cas, c'est vivace vraiment aujourd'hui. C'était déjà là, mais ça a toujours été là, si tu veux, mais c'est plus vivace aujourd'hui, je le partage plus. C'est tout arrive toujours pour le mieux en soi. Il n'y a jamais d'erreur. Il n'y a jamais d'erreur. Tu vois. Alors, pas pour moi. Je veux dire, pour Gérard, il peut souffrir, il peut mourir, mais on s'en fout quelque part, tu vois. Mais en soi, pour le bien de commun, on pourrait dire, c'est le mieux qui puisse arriver. Donc, qu'est-ce que tu vas aller dire quelque chose contre ce qui arrive? C'est pas possible. Alors, bien sûr, il y a encore le mental, des fois, qui se met en route, puis il dit, oui, ça, c'est vraiment nul, il faudrait quand même changer ça. Mais déjà, beaucoup moins souvent qu'avant. Et surtout, dès que c'est vu, ça s'effondre, parce que c'est forcément pour le mieux qu'il soit en soi, même Hmm. si on ne sait pas. Tu vois? Bien sûr, moi, Gérard, je ne peux pas savoir. Moi, je suis un petit grain de sable posé sur un petit grain de sable au milieu d'un univers infini, et je pourrais penser, moi, que je sais mieux que ce qui est bon en soi. C'est pas possible. Atterrissons un peu, quoi. Un peu moins d'orgueil sera le bienvenu. Tu vois, on ne sait pas. On ne sait pas. En soi, on ne sait pas. Et ça, c'est une forme d'humilité qui est hyper importante, je trouve. Se rendre à ce qui est, en fait. En fait, c'est dans tous les messages, dans tous les textes sacrés, hein. Prendre les armes, Hmm. s'abandonner, faire confiance, etc. Et cette confiance en soi, dans le soi, en tant que le soi, elle est là, bien évidemment. Et en fait, en tant que le soi, je suis la confiance même. Je suis la perfection même. Je suis, en fait, tu vois, je suis l'amour même, je suis la joie même, je suis la paix même. Pas Gérard, le soi, en tant que le soi. C'est-à-dire ce que je suis. Hmm. Gérard, c'est un milliardième de milliardième de milliardième de ce que je suis. Hmm. Du tout. Tu vois, quand les gens parlent de lutter, puis de ne pas lâcher, de ne pas baisser les bras, euh, cette idée de s'abandonner, c'est comme perdre finalement. C'est pas Mais s'abandonner au diagnostic et se laisser crever. C'est pas ça. hmm, Pas ça. C'est dire, ah oui, c'est vrai, j'ai un cancer. C'est la vérité, c'est la réalité. C'est bien comme ça que c'est, numéro un. Numéro deux, puisque ça arrive, même si je ne sais pas pourquoi, c'est forcément pour du bon. hmm, Alors, s'attacher à découvrir en quoi c'est bon. C'est quoi, quelle est l'invitation? Tu vois? Si la vie avait un but, elle n'en a pas, mais si elle en avait un, ce serait l'éveil complet et parfait pour tous. oui, Et tout ce qui se passe va toujours dans ce sens-là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas d'exception. Et ça, je l'affirme parce que c'est ce qui est vécu à l'intérieur. Tu vois, il y a aucun effort pour le dire. C'est vraiment, c'est ce qui est vécu là. Tu vois. C'est pas possible que ce soit autrement. Et ça, c'est depuis 1984 que c'est évident. hmm, Donc, évidemment, au quotidien, ça aide. Tu as tous les ennuis du monde, bah, quelle est l'invitation? Mais pas oui. forcément pour Gérard, tu vois, en soi, pour tout le monde. Tu parles souvent de regarder ce qui est justement. Est-ce que euh, ce serait une voie justement pour ceux qui vivent une maladie en ce moment de, de tourner leur regard vers l'intérieur puis de voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que ça me dit? Ah oui, bien sûr, oui, oui, oui. Et bien sûr, être avec ce qui se vit à l'intérieur. L'une des voies d'accès les plus belles qui vient du bouddhisme zen et Theravada et qui a été repris par la gestalt thérapie et toutes les thérapies humanistes, c'est d'être avec les sensations physiques liées à ce que l'on vit. Par exemple, je suis en colère, je prends un exemple, hein, j'ai les mâchoires serrées. Ben, j'oublie le mot colère et je ressens juste mâchoire serrée. Et je regarde comment c'est mâchoire serrée. Quelle est la taille, la dimension? Est-ce que c'est une seule sensation, plusieurs? Est-ce que l'amplitude varie? Est-ce que ça va et ça vient? Est-ce que c'est toujours la même chose? Est-ce que je regarde, j'explore la sensation, un peu comme un explorateur, comme un gosse qui regarde un tas de fourmis pour la première fois. L'autre exemple que j'aime bien prendre, ou comme une maman qui prend son bébé pour la première fois dans les bras. Tu sais, comme ça, là. Tu sais? Ouais, tu vois. On fait comme ça avec nos douleurs, avec nos sensations.
tu vois. Exploration et amour et sourire par rapport à cela. Sans Et histoire. sans histoire et sans image. C'est pas ça me tord le ventre, ça me fend le cœur, des choses comme ça. Non, non, la sensation pure, vraiment la sensation pure. J'ai pas un trou, j'ai pas un nœud, j'ai pas, non, la sensation. Et les sensations, c'est difficile à mettre les mots dessus. C'est tension, pression, chaleur, fraîcheur, picotement, enfin des choses simples. Hein. Ouais, regardez ça de très très près. Et ça aide vraiment. J'ai écrit un bouquin que j'ai publié récemment. À part regarder ce qui est, tous les autres sont vendus à prix coûtant sur Amazon. Alors peut-être il y a des frais de port ou je sais pas quoi au Canada, mais qui s'appelle Trois regards. Ah oui, Trois je regards, l'ai, un je bonheur l'ai. pour santé. Ah, ouais. Ah, cool. Ouais, celui-là, il est vendu à peu près 3 euros en Oui, France. oui, oui. Vraiment, il parle pas de non-dualité clairement. C'est de la non-dualité, mais on parle plus de l'être, l'être des philosophes, en fait, hein, dont certains philosophes parlent encore aujourd'hui. On parle justement de toute cette façon de faire par rapport à comment être avec la sensation. Et puis comment découvrir l'être que je suis, le je suis, l'être. Et on peut le mettre en toutes les mains. Tous ceux qui sont intéressés par qui y sont peuvent vraiment le lire. C'est très, très abordable pour ça. Oui, c'est très intéressant aussi. C'est très facile à comprendre aussi. Oui. Ce serait quoi pour toi la définition de la guérison? Est-ce que c'est essentiel? Ben, si je dois définir la guérison, je dirais c'est réaliser que nous sommes ce qui est et qu'il n'est que cela. Il n'est que ce qui est, je suis cela. C'est plutôt dans l'autre sens qu'on doit le dire. Parce que c'est pas Gérard qui est ce qui est. Enfin, Gérard est aussi ce qui est. Il n'est que ce qui est. Donc, on peut appeler l'absolu, Dieu, ou autrement, peu importe. Et forcément, ce que je suis est cela. Et Gérard en fait partie. Et Gérard, comme je disais tout à l'heure, c'est un milliardième de milliardième de milliardième de ce que je suis. Hmm. Est-ce que ça voudrait dire que qu'on soit malade ou en santé, ça n'a pas d'importance pour ce qu'on est? Évidemment. Évidemment. Que Gérard soit là ou pas là, ça change rien. Malade ou en bonne santé, ça change rien. En tant que skier, il n'est que skier. C'est c'est la totalité, c'est le bonheur même, on pourrait dire. Après, ce qui est, si tu veux, si on part dans l'autre sens, il n'est que ce qui est, on pourrait dire, d'abord c'est l'absolu, l'intouchable, l'inconnaissable, l'innommable, l'insaisissable, l'intouchable aussi, oui. Et il se manifeste apparemment dans enfin déjà à travers un espace-temps qui est créé, qui n'est pas définitivement réel, et il se manifeste d'abord en tant que être, en tant que je suis. Et être est en fait toutes les qualités sans contraire. Amour, paix, joie, sérénité, confiance, quoi d'autre, intelligence, l'intelligence à l'œuvre, c'est aussi ce qui est, confiance, j'ai dit, enfin, etc., etc., quoi. Tout ce que l'on cherche, l'unité, tout ce que l'on cherche à devenir en général, nous le sommes en réalité. C'est-à-dire, vous cherchez l'amour, vous êtes l'amour. Tu cherches la joie, tu es la joie. Sinon, tu ne chercherais pas la joie. Et quand on parle de l'amour, on parle de l'amour inconditionnel, pas l'amour de moi pour quelqu'un. Et ensuite, toutes ces qualités sans contraire passent comme à travers un prisme et puis sont diffractées en l'amour pour un tel, la haine pour quelqu'un d'autre, etc. Ou la joie de faire du ski ou d'aller se baigner, ou, etc. Ou la maladie, ou tout ça, c'est juste des diffractions de ce que je suis. Est-ce que pour, euh, pour accéder, ou en tout cas pour vivre cet état de non-réaction aux maladies qui peuvent affecter le corps, est-ce qu'il y a une nécessité absolue de se désidentifier du corps avant, qui est souvent un obstacle sur le chemin de l'éveil, hein, en tout cas qui semble être un obstacle? Il y a besoin d'être désidentifié, enfin je sais pas, je saurais pas dire exactement à 100%, voilà, c'est comme ça, tu vois. Pour moi, ce qui est évident, c'est que tant qu'il y a la croyance en un moi, il y a des histoires qui vont se raconter, qui vont même pas être vues comme étant des histoires, qu'on va croire être moi et ma vie, mon existence, tu vois, mon histoire. Ça se l'approprie et forcément, ça va être mon cancer et ma souffrance.
tu vois. Et lorsque l'impression d'un moi s'est effondrée, lorsque l'idée d'un moi auteur s'est effondrée, d'un moi pilote de l'organisme s'est effondrée, évidemment, c'est beaucoup plus facile de regarder tout ça. Si tu veux, avant ce premier réveil, ou cette étape, il y a je suis triste, je suis malade, je suis en colère, etc., ou je vais bien, enfin, etc. Lorsque l'impression d'un moi, l'idée d'un moi s'est effondrée, il y a tristesse, colère, aller bien, etc. Tu vois? Donc, c'est plus la même chose. Et évidemment, ce que je suis, le je suis, l'être, peut facilement regarder tristesse, colère, souffrance, maladie. C'est beaucoup moins impliqué. C'est pas impliqué personnellement, c'est pas à moi que ça arrive en soi. Tu vois? Ça arrive au corps, ça arrive à l'organisme, mais pas à moi. Il n'y a pas de moi. Mm. Ouais. Est-ce que, dirais-tu que cette dernière expérience-là de Gérard avec la récente maladie, est-ce que ça a changé tes partages, tes accompagnements? Je note qu'il y a plus de douceur, plus ouais, plus d'ouverture peut-être, un peu plus de yin, de féminin. Il y en avait déjà, tu vois, mais parce qu'il y en a déjà Ouais. qui m'ont dit douceur et tout, mais ouais, je sais pas. C'est aux autres de fois de demander aux autres en fait. Mm. Ah, je sais, il y a plus de douceur. Ouais. Est-ce que ça se peut qu'il y ait plus de paix aussi, Non, non? c'est plus la façon d'interagir. C'est Gérard qui change, tu vois, c'est pas ce que je suis. C'est Gérard qui a déposé une maltraitance et qui, du coup, interagit différemment. Mm. Parce que si tu écoutes les différents enseignants, tu vois, on a chacun notre couleur, on a chacun les façons d'interagir, etc., mais qui sont liées à l'organisme, à la personnalité. Alors, cette personnalité, il y a des choses, nous sommes nés avec, tu vois. Moi, depuis que je suis tout petit, déjà à l'école primaire, on me demandait d'aider les copains qui comprenaient pas ce que disait la maîtresse. Et mon père est prof et l'enseignement, j'en ai fait toute ma vie. Tu vois, ça vit en moi, l'enseignement. Tu vois, le partage de ce que je vis, tout ça, ça vit en moi. Donc, il y a des chances pour que ça ne s'arrête pas avant la mort, tu vois. Mais j'y suis pour rien. Tu vois, enfin, personne n'est pour rien. Ça apparaît comme ça, quoi. Il n'y a aucun mérite à ça. Et puis d'autres, ce sera autre chose. Tu vois, on a chacun nos spécificités qui peuvent être dès la naissance ou qui peuvent être acquises, et puis qui sont liées à nos blessures, qui sont liées à nos connaissances, à ce qu'on a pu apprendre, etc. Et tout ça, ça donne une couleur particulière pour chacun. Mm. Qu'il y ait eu La maladie. couleur, la couleur change un peu avec la maladie, après Mm. la maladie. Mm. Si, si les gens nous écoutent, souhaitent justement se libérer de cette idée du personnage, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Du personnage ou du moi, ou l'idée d'un moi? Les deux? Ben, il y aura toujours une personnalité. C'est-à-dire que Gérard va rester Gérard avec ses conditionnements, ses gènes, etc., quoi. Et je suis un mec et je vais me comporter un mec dans le monde, quoi, tu vois, et pas en fille, tu vois, par exemple. Après, donc ça va demeurer, ça. Les préférences demeurent aussi, tu vois. J'adore les bains de mer, bah, ça continue, tu vois. Mais il n'y a rien à y redire. En même temps, ça gêne personne, quoi, j'ai envie de dire. Il y a des Mm. préférences, c'est clair. Je suis avec Marion, c'est Marion, quoi. Mm. Par exemple, les préférences demeurent. Il n'y a pas d'attache, par contre. Les attaches s'effondrent. Mais vraiment, le travail vraiment à faire, c'est un travail entre guillemets, c'est regarder de près, est-ce qu'il y a un moi pilote de l'organisme ou pas? Pour moi, ça, c'est très, très important. Et comment s'y prendre? Ben, c'est toute l'auto-investigation, par exemple, hein, c'est-à-dire, est-ce que je pense les pensées ou est-ce que les pensées apparaissent? Est-ce que j'effectue des choix ou est-ce que les choix se font en fonction de conditionnement, de mes gènes et de préférences sur lesquelles j'ai aucun choix? Donc, finalement, les choix, ils ne sont pas vraiment libres. Et est-ce que je pose des actes ou est-ce que les actes se font d'eux-mêmes? Par exemple, là, je viens de dire tout ce que je viens de dire, je fais des gestes de la main. Est-ce que ça se fait tout seul ou est-ce qu'il y a un moi qui décide que ça va se faire comme ça? Évidemment, tout ça arrive de soi-même. Voilà, donc déjà, c'est dit, mais alors,
Et le pilote, il y en a un, il fait quoi? On peut interroger l'idée d'un moi. Ah, ben, ok, je dis moi, mais c'est quoi moi? C'est fait de quoi moi? Montre-moi moi. Ça va être compliqué. Oui, mais alors moi, les gens répondent, bah, c'est moi, c'est mes pensées, c'est mon histoire, c'est ma mémoire. Ok, mais C'est le corps, oui. mes mémoires, mes pensées, mon corps, etc., ne font rien, ne sont pilotes de rien du tout. Puis si tu es réductible à des pensées, une histoire, une mémoire et un corps, bah, t'es pas grand-chose, quoi. Hein. Ça, Mm. on peut analyser ça comme ça. Et l'autre côté que j'aime beaucoup, que je décris aussi dans Trois regards, puis dans Regarder ce qu'il y a et sourire, c'est dans Trois regards, j'ai mis 5 moyens de rejoindre l'être. Le premier, c'est l'espace. Simplement, se laisser ressentir l'espace. Et réaliser qu'en fait, l'espace, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. On peut être à l'intérieur d'une maison ou à l'extérieur, ok, mais l'espace, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que l'espace, il est aussi dans le mur, il est aussi dans les fenêtres, il est aussi dans le toit, il est partout, l'espace. Et on le sait bien, si on enlève la maison, l'espace, il est toujours le même, il n'a pas changé. Et puis je bouge dans l'espace, mais l'espace, il est là avant le mouvement, il est là pendant le mouvement, il est là après le mouvement, c'est le même. Et juste se laisser ressentir qu'il y a un seul espace. Et en tant que l'espace, ben, le mental, il se tait. Et on sait très bien que l'espace est l'auteur de rien du tout, par Mm. exemple. Mm. Le deuxième moyen, c'est le silence. Aucun son n'existe, ne peut être entendu s'il n'y a pas un silence de fond. On a tendance à opposer le silence au bruit, mais en fait, non. Il y a un silence de fond qui est tout le temps là et qui permet au bruit d'apparaître et d'être entendu et de disparaître au sein du silence. Et c'est pareil, le silence, si on se laisse entendre le silence de fond, bah, il fait rien. Et le mental se tait aussi. Puis d'autres moyens encore après. Je ne sais pas si tu Mm. veux qu'on en parle. Bien. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Un autre moyen, c'est juste là tout de suite, essayer d'arrêter d'être. Sans bouger de sa chaise, essayer d'arrêter d'être. Bah, je ne peux pas. Je peux juste voir que je ne peux pas. C'est pas arrêter d'exister, arrêter d'être. Hein. Arrêter d'exister, on se range la gorge, terminé. Mais arrêter d'être, on ne peut pas. Et demeurer en tant que ce qui ne peut pas arrêter d'être. Et puis explorer ça. Explorer. Un autre moyen encore, c'est ben, je suis en train de parler, on entend le son de ma voix, on est conscient du son de ma voix. Mais aussi, nous savons que nous sommes conscients du son de ma voix. Nous savons que nous sommes conscients. Qu'est-ce qui sait que nous sommes conscients? Impossible à dire. Mais forcément, je ne suis pas le son de ma voix, je ne suis pas la conscience du son de ma voix, je suis forcément ce qui est conscient d'être conscient. Je suis forcément ce qui ne peut pas arrêter d'être, qui lui est intemporel, qui est tout le temps là, etc., et qui n'a rien à voir avec l'organisme. Et puis une dernière méthode, c'est enfin, méthode, une dernière proposition, c'est tout déposer. Si on dépose tout, absolument tout, les sensations, les perceptions, la mémoire, l'histoire de moi, le corps, l'image du corps, le monde, les événements, tout, absolument tout, qu'est-ce qui reste? Respire bien. Et alors, qu'est-ce qui sait qu'il reste rien? Tu vois, parce que si ça peut dire il reste rien, c'est qu'il y a quelque chose qui sait qu'il reste rien. Oula. Et je suis forcément ce qui sait qu'il ne reste rien et qui est en amont de tous les phénomènes. Tu vois? Voilà, les Tu l'app- différentes manières. tu l'appelles soi, conscience, le grand tout. Est-ce que tu lui donnes un nom, toi? Ça, c'est ce qu'on appelle l'être, je suis. C'est la première marche. Nous, on appelle ça le premier réveil avec Marion dans notre jargon, mais d'autres l'appellent une étape. Tu vois? Oui, oui. Madame Archie parlait de la pensée je suis, et je avec une majuscule. Nous, on parle de, parce que c'est apparu comme ça, hein, euh, le moi auteur, pilote de l'organisme, je suis ce qui est. La Hmm. réalisation,
la réalisation la franche, elle est au niveau de réaliser ce qui est. Je avec un je majuscule. Mm. C'est-à-dire qu'il y a sur le chemin, il y a d'abord, d'une façon générale, les gens croient, tu vois, qu'ils sont moi. C'est comme ça, c'est tenu, moi, tu vois. Oui. Ils croient qu'ils sont moi. Et c'est moi, et c'est ma vie, c'est mon histoire, c'est mes événements, c'est mon argent, c'est ma voiture, etc. Tu vois. Et avec ces moyens-là que je t'ai un peu partagés, c'est on apprend aux gens à se décoller et à voir qu'en fait, ce qu'ils sont est en amont de cette prise. Tu vois. Et ce qu'ils sont peut regarder les événements, peut regarder ce qui se passe. Ce qui peut paraître d'être peut regarder les phénomènes, peut regarder les sensations et les perceptions. Tu vois. Et puis, ce qu'ils sont peut aussi se tourner vers lui-même. Le silence, l'espace peut demeurer en tant que silence, en tant que l'espace. Ce qui ne peut pas arrêter d'être peut se contempler en tant que ce qui ne peut pas arrêter d'être. Il se connaît lui-même, il se sait être. D'accord. Et ça, c'est je suis. Et puis un jour, vient à l'esprit, par exemple, mais attends, je me connais en tant que je suis. Qu'est-ce qui me connaît? Et à ce moment-là, je suis se tourne vers la source elle-même. Et un jour, il y a aussi des moyens d'accompagner de ce côté-là, mais un jour, il y a absorption en tant que la source, au sein de la source en tant que la source, retournement. Et là, il y a vision que les phénomènes sont sans densité. Et il y en a qui s'arrêtent là et ils disent, bah, il n'y a rien là, c'est vide. Le monde n'est pas réel, les phénomènes ne sont pas réels. Et ce n'est pas la fin. La fin, c'est ça. C'est-à-dire que là, il est réalisé qu'en fait, il n'y a jamais eu deux. Il y a un. Le monde est complètement épousé. Il est en fusion complète. Il y a unité complète entre l'absolu inconnaissable et tous les phénomènes. Il n'y a pas deux. Et je connais les phénomènes non pas par ces perceptions, mais parce que je le suis. Et alors, oui, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, mais dans les deux cas, c'est les gestes de prière qu'on a dans toutes les traditions. C'est vrai. C'est C'est vrai. quelque part une sorte de symbole ou de rappel. Il n'y a pas deux. Mm. C'est un de mes mantras, ça, il n'y a pas de. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut, j'allais dire souhaiter, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce que tu souhaites une guérison complète? Comment tu vis ça? Même pas? Je ne me soucie pas. Il y a pas, j'ai pas de souhait. Franchement, j'ai pas l'impression qu'il reste beaucoup de désir. J'ose pas dire qu'il n'y en a plus parce que on peut pas promettre ça, mais je vois pas de désir. Désir s'entendant comme l'idée que un tel ou tel futur pourrait m'apporter le bonheur. Le bonheur est là. Le bonheur, c'est ce qu'on est. Nous sommes le bonheur. Ça, c'est quelque chose qui est sorti dans l'une des toutes premières rencontres que j'ai animées. Et tout d'un coup, j'ai sorti comme ça aux gens. Mais nous sommes le bonheur. Puis Gérard s'est arrêté parce que Gérard n'en avait pas conscience. Et, euh, et puis ça a regardé, puis ah ben oui, c'est vrai, je suis le bonheur, tu vois. Et en fait, c'est ça, nous sommes le bonheur même, nous sommes l'amour même, nous sommes la paix même, nous sommes la joie même. Mais pas une joie exubérante, pas un amour qui crache le feu comme dans les expériences mystiques, Mm. quelque chose de plus puissant, Mm. et de plus doux et de plus puissant. Mm. Cette recherche-là d'expérience mystique, je pense qu'elle il me semble que ça nous éloigne justement de ce que nous sommes vraiment. On attend quelque chose d'extraordinaire, finalement. Ah oui. Bah, c'est sûr que si on attend un éveil avec un feu d'artifice, Mm. ça risque de jamais se produire. On a rencontré beaucoup de gens chez qui l'éveil était déjà là, mais qui ne le reconnaissaient pas parce qu'il n'y avait pas eu le feu d'artifice. C'est un peu bête. Ouais, ouais. Chez beaucoup, beaucoup de gens, ceux qui sont en démarche, généralement, ça passe comme une lettre qu'on met dans une boîte aux lettres. Tout simplement, c'est ah, bon, d'accord. Ah oui, c'est ça. Puis c'est tout, quoi. Moi, ça a été 3 larmes de gratitude, 1 minute de silence. Tu vois, c'est pas grand-chose, quoi. Tu vois, la tête, il y a quelqu'un tourné. Les expériences mystiques, c'est beaucoup plus puissant au niveau effet dans la matière, tu vois. Ça crache le feu, c'est un amour inconditionnel, certes, mais qui crache le feu. Et une joie ouais, très forte, puissante, c'est pas la même chose. Le problème, la différence entre l'expérience mystique et l'éveil, c'est l'accent. Sur quoi on met l'accent? C'est-à-dire que moi, l'expérience mystique est restée expérience mystique parce que le regard ne s'est pas tourné du bon côté.
Tout était déjà là en 1984. Et c'est après coup que j'ai vu, ah mince, mais c'était déjà là en 84, je suis passé à côté. Mais le regard s'est tourné vers les phénomènes. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon l'expérience mystique, ah, c'est ça le bonheur. Oh là là, je suis tout amour et j'exprime cet amour. Alors les gens qui viennent en consultation à ce moment-là, ils ont une chance extraordinaire parce que il est tellement clair, ça aidait tellement, tu vois, c'était vraiment waouh, super. Et on met l'accent là-dessus. C'est logique, c'est normal. Puis on pense, ah mais l'éveil complet, c'est quand c'est tout le temps comme ça, tu vois. Alors quand ça s'arrête, on n'a qu'une envie, c'est de le retrouver. Puis il y a de la nostalgie énorme. Mais comment je vais faire? Il faut que je le retrouve, il faut que cette expérience revienne, puis que ce soit une expérience qui dure tout le temps. Mais aucune expérience ne dure toute la vie. Ça n'existe pas, tu vois. Ou alors vraiment par inadvertance. Ce que j'ai raté à l'époque, c'est de tourner le regard de l'autre côté. Au sein de quoi cette expérience est-elle apparue? Au sein de quoi cet amour inconditionnel apparaît-il? Au sein de quoi cette évidence que nous sommes le bonheur, que nous sommes l'amour apparaît-il? Apparaît-elle? C'est ça l'important. Au sein de quoi est-ce que ça apparaît? Et ça, il y a une phrase qui est l'une des plus importantes, c'est vraiment ça. Quoi que ce soit qu'on vive un moment douloureux, souffrant ou joyeux, ou peu importe, au sein de quoi est-ce que ce moment apparaît? Là maintenant, par exemple. Au sein de quoi notre discussion apparaît-elle? Bah forcément au sein de ce qui est, en tant que ce qui est, et en tant que ce qui est, au sein de ce qui est, en tant que ce qui est. Hmm. Et automatiquement, ça ramène à ce qu'on est, ça ramène pas à une expérience spécifique, peu importe l'expérience qui est vécue. Toutes les expériences apparaissent au sein de ce qui est, en tant que ce qui est. Alors, peu Oui. importe l'expérience, peu importe qu'il y ait maladie, mort ou autre chose, on s'en fiche. On s'en Oui. fiche, en fait. Il n'y a pas de mort finalement. Il n'y a pas de. De En toute fait, tout façon, est intégré. pardon, tout est. Tout est intégré, même la mort est une expérience. Oui, et puis de toute façon, la mort, elle n'est pas vraiment réelle, parce que pour croire que je meurs, il faudrait croire que je suis Gérard. Hmm. Tu vois. Alors, je suis aussi Gérard, bien sûr, hein, mais c'est tellement pas important. Hmm. C'est Et à la merveilleux fois, le sujet. et à la fois, c'est le divin aussi, Gérard, hein. Gérard est aussi ce qui est, hein, c'est pas à négliger. Quand je dis c'est pas important, ça veut pas dire il faut le mépriser. Non, 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 non. C'est vraiment, c'est aussi le divin. On est tous le divin. Ouais, mais c'est pas moi qui suis le divin. Ouais. Je suis le divin en tant que le divin qui se réfléchit en tant que Diane, Gérard et tous les autres. Hmm. C'est important, cette inversion, tu vois. C'est ça, en fait, la réalisation. C'est ce changement de paradigme, ce changement de point de vue, ce changement de perspective. Au lieu de parler, enfin, on peut aussi parler en tant que Gérard, bien sûr, mais au lieu de voir les choses en tant que moi, Gérard, dans le monde, elles sont vues en tant que, et comme une évidence, hein, en tant que ce qui est étant le monde. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette rencontre avec toi, Gérard. Je trouve ta générosité va toucher beaucoup de monde. Elle me touche beaucoup, en tout cas, ici. C'est très touché, c'est très apaisé aussi dans le fait Merci. d'échanger avec toi. Merci. Est-ce que tu as envie de dire un mot de la fin à ceux qui nous écoutent? Merci. Merci beaucoup. Et à la fois, je suis touché par ce que tu me dis, c'est gentil, et à la fois, j'ai aucun mérite à tout cela, tu vois. C'est pas Gérard, c'est ce qui est qui se manifeste comme ça. Mm. Nous ne trompons pas de cible, j'ai envie de dire, tu vois. Euh, on peut bien sûr honorer un gourou, l'enseignement qui nous est donné, etc. Et on peut honorer un arbre, on peut honorer tout, l'amour en soi, ou une maladie, ou une douleur, etc., hein. Euh, tout ça sont les reflets, sont ce qui est et sont le reflet de ce qui est. Honorons ce qui est. Ouais. Mm. Tout est ce qui est. Oui, il n'est que cela. Mm. Pas deux. Merci du fond du cœur.
vraiment. Merci. Si. Mm. Merci.